Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Suite à la Révolution française, la toute jeune République peine à s'imposer. Entre crise interne et coalition militaire menée par les autres royaumes, sa position est très fragile. Chez les monarchistes, on désire ardemment le retour du roi. Les chouanneries et révoltes sont réprimées avec dureté. D'un côté, un jeune militaire a su tirer son épingle du jeu, Napoléon Bonaparte. Après avoir maté dans le sang une insurrection royaliste en 1795, il gravit les échelons. De l'autre, un jeune prince, Louis-Antoine de Bourbon-Condé, descendant du Grand Condé, va chercher à plusieurs reprises à prendre les armes pour restaurer la monarchie. Ces deux visions du monde sont vouées à se croiser, et l'affrontement, militaire ou politique, ira jusqu'à sceller l'un des plus grands crimes de l'empereur le 21 mars 1804. Louis-Antoine de Bourbon-Condé naît le 2 août 1772, à Chantilly dans le château familial. Il est le fils de Louis VI Henri, dernier prince de Condé, et de Louis-Marie-Thérèse Bathilde d'Orléans. Il obtient le titre de duc d'Enghien. Il possède une santé fragile et ne quitte donc que rarement le domaine. Fait très rare pour l'époque, ses parents divorcent quand il n'a que 9 ans. Il reste avec sa mère, qu'il aime à l'excès. Mais il reste un prince, descendant du Grand Condé qui plus est. Son père le récupère donc vite pour le former à l'art militaire. Le 14 juillet 1789 marque un tournant politique avec la prise de la Bastille. La famille du duc tente de pousser le roi à une réponse ferme. Mais Louis XVI est tendre et s'apprête déjà à céder. Les émeutes parisiennes se propagent et commencent à atteindre Chantilly. La famille du duc est obligée de s'enfuir et commence de longues années d'exil à travers l'Europe. Parmi tous les lieux où il s'installe, il y a Étenheim. Il y rencontre Charlotte de Rohan-Rochefort, la future femme de sa vie. Mais il ne peut s'éterniser dans la ville. Il est contraint de suivre ce qu'on appelle l'armée des princes ou armée des émigrés, une armée contre-révolutionnaire constituée d'hommes ayant fui la France et la Révolution. Son commandant historique n'est autre que le grand-père du jeune duc d'Enghien, Louis V Joseph de Bourbon-Condé. Ils n'ont qu'un but, revenir en France et à Paris pour rendre à Louis XVI ses droits. En 1792, le jeune prince mène ses premières troupes. Aux côtés des Autrichiens et Prussiens, il est repoussé à la bataille de Valmy. Il se fait une bonne réputation guerrière et gagne le surnom de duc va de bon cœur. Mais les années passent et la victoire s'éloigne. Il commence à perdre espoir et voit ses années de guerre comme des années perdues. En mai 1803, alors que la France se retrouve à nouveau en guerre contre les puissances européennes, les contre-révolutionnaires reprennent courage. D'anciens généraux de l'armée catholique et royale préparent un attentat contre le premier consul Bonaparte. Mais au printemps de l'année suivante, le complot est découvert. On apprend que les conjurés voulaient assassiner le premier consul pour placer un prince à la tête du pays, le temps de permettre le retour des Bourbons avec Louis XVIII. On ne révèle pas l'identité de ce prince, mais on accuse le duc d'Enghien. Sans véritable preuve, on l'imagine responsable de nombreux mouvements récents chez les contre-révolutionnaires. Il fait le coupable idéal. Napoléon cherche à tenir son pouvoir, et cette affaire est idéale pour taper sur les monarchistes et les terroriser. Il va pouvoir montrer à ses opposants qu'il ne négociera pas avec eux et que tous ceux qui s'opposeraient à lui seront châtiés sans pitié. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1804, le duc d'Enghien est enlevé par une troupe de soldats. On prépare son retour à Paris pour un procès expéditif dont tout le monde connaît déjà le déroulement. Le 20 mars arrive son premier interrogatoire. Dans la nuit, il est jugé et condamné à mort. La condamnation était déjà prête et l'arrêté pris par Napoléon. Le duc assume qu'il ne soutient pas le gouvernement, mais dément être complice de cette tentative d'attentat. Quelques heures plus tard, il est fusillé dans les fosses du château de Vincennes. Son corps est placé dans une tombe qui avait été creusée à l'avance. Fait rare, les soldats qui l'ont fusillé n'ont pas dépouillé son corps, chose qu'ils sont pourtant autorisés à faire. Le duc n'aura eu le temps que d'écrire une lettre à laquelle il ajoute une mèche de cheveux pour sa femme, lettre qui n'arrivera jamais. L'exécution est très mal vue partout sur le continent, mais Bonaparte et ses armées tenant l'Europe, la majorité des pays préfèrent ne pas protester de manière trop virulente. À la Restauration, le duc deviendra l'un des martyrs de la royauté. Le meurtre du duc d'Enghien restera une faute terrible de Napoléon. Il symbolise la face sombre d'un empire qui n'acceptait aucune contestation. Il était le dernier descendant de la maison Condé, grande figure d'une monarchie française décentralisée. Il a servi d'exemple pour terroriser les oppositions, comme l'empereur savait très bien le faire. Le duc est aujourd'hui l'un des plus célèbres martyrs de la royauté et encore régulièrement honoré. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour en dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.